Bonjour tout le monde. Bienvenue au deuxième webinaire du Philab intitulé Le philanthrocapitalisme, un concept et des pratiques en débat. Je me présente, mon nom c'est Annabelle Bertium, je suis doctorante à l'École de travail social à McGill et je travaille avec Sylvain Lefebvre. Donc, Sylvain Lefebvre, je suis professeur à l'UQAM, mais je suis le coordinateur scientifique du Philab, qui est le labo de recherche sur la philanthropie à Montréal, qui donc mène ce webinaire. Donc aujourd'hui, on a un programme assez chargé. On ne s'éternisera pas trop dans les présentations. Donc, on pensait faire un 40-45 minutes de présentation, puis on vous demande de garder vos questions pour la fin. Il va y avoir une séance de clavardage à la fin. Vous allez pouvoir poser vos questions, puis on va pouvoir y répondre. Entre-temps, on vous demanderait de fermer vos micros, fermer vos vidéos aussi pour faciliter la connexion si c'est possible. Et puis, dans le fond, s'il y a des problèmes avec le visionnement du PowerPoint, dans le fond, nous, on va changer les diapositives au fur et à mesure, mais s'il y a des problèmes, on vous envoie un PDF à l'avance. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette présentation-là à la place. Donc, le philanthrocapitalisme, comme Sylvain le disait... donc, c'est un mouvement qui traverse les frontières ici au Canada, qui est repris par les acteurs du secteur philanthropique, mais aussi par le monde médiatique pour décrire, en fait, ce mouvement-là. On le voit dans les journaux, mais c'est aussi une étiquette qui est reprise par le monde de la recherche et par les critiques du philanthrocapitalisme, en fait, qui observent des changements sur le terrain, dans le secteur communautaire et qui veulent, en fait, qui cherchent, en fait, une étiquette là, pour caractériser ce qui est observé dans le secteur. Parmi les critiques, les critiques politiques qui sont adressées au philanthrocapitalisme, mais d'abord, il y a aux États-Unis Michael Edwards, qui est très connu, en fait, qui écrit « Why Business Won't Save the World », donc directement en écho au livre de Bishop et Green que Sylvain a présenté, qui est un ancien, en fait, du monde de la philanthropie, qui parle, sans faire, en fait, il en fait une critique libérale, donc essentiellement, il veut pas d'arrêter la philanthropie, mais il veut un meilleur encadrement. En fait, il veut s'assurer que la philanthropie s'exerce afin de répondre davantage à l'intérêt public. Et ce qu'il critique, c'est le discours idéologique qui entoure les arguments pour le philanthrocapitalisme ou le modèle entrepreneurial ou la logique entrepreneuriale, en fait, serait plus efficiente. En fait, pour lui, c'est faux, c'est une représentation idéologique. Puis c'est vraiment dans ce cadre-là, en fait, qu'il va critiquer le discours des philanthrocapitalistes américains. Sinon, il y a Lindsay Megoo aussi, qui est le deuxième livre là, en dessous. Elle est professeure en sociologie à l'université de Essex, qui remet aussi les choses en perspective, qui va tempérer le discours des grands philanthropes à ce moment-là. Elle va donner une ordre de grandeur, non seulement, en fait, par exemple, elle parle de Mark Zuckerberg et de sa femme Priscilla Chan, donc le créateur de Facebook, en fait, qui ont mis, dans le fond, beaucoup de l'emphase, en fait, sur des programmes de financement en recherche médicale. Et puis, si on regarde les budgets, en fait, la fondation qui a été mise sur pied par Zuckerberg et Chan, en fait, ça équivalait à des investissements de 3 milliards sur 10 ans, ce qui est assez peu si on compare l'investissement d'une année, par exemple 2014, des Américains qui donnent annuellement, en fait, 350 milliards de dollars. Donc, en termes d'ordre de grandeur, au-delà du discours, les discours d'intention des philanthrocapitalistes, elle va remettre un peu les choses en perspective. Elle critique également beaucoup, en fait, elle est très connue pour sa critique de la fondation de Bill et Melinda Gates, parce que, entre autres, cette fondation-là va également financer des grandes corporations, donc pas seulement les organismes auxquels on s'attendrait, en fait,
d'une fondation qui veut lutter contre les inégalités ou qui a un discours de lutte contre les inégalités. C'est une fondation qui, par exemple, a financé Mastercard, qui a financé l'entreprise Scholastic aussi, qui vend des livres dans le secteur scolaire, Sanofi, qui est une entreprise pharmaceutique, un peu dans l'idée que leur enrichissement pourrait permettre l'amélioration des conditions d'épidémie ou engendrer un certain ruissellement. Donc, pour ce chercheur-là, en fait, ça ne va pas de soi. En fait, si on regarde, là, dans le fond, à travers les écrits qui sont à la fois aux États-Unis, mais aussi qui ont traversé les frontières, on peut regrouper là, 4 catégories, 4 ensembles, en fait, de critiques politiques. La première, c'est la question de créer un marché du don. Donc, cette idée de la philanthropie, de la nouvelle pratique d'avoir une philanthropie qui est plus agressive ou du philanthrocapitalisme créerait une espèce de mise en compétition entre les organismes. Puis à ce moment-là, c'est difficile d'évaluer ou de comparer les causes, les luttes, les indicateurs de succès entre eux. La deuxième critique qui est adressée, Sylvain a parlé tantôt de tout le jargon puis l'importance qui est mise sur l'utilisation d'un discours scientifique. Donc, il y a une critique, en fait, qui est faite de cette utilisation-là pour faire une démonstration en particulier. Donc, tout l'appareillage, les données probantes, les meilleures pratiques, les pratiques de pointe qui sont souvent issues de disciplines en particulier, que ce soit du monde économique, financier, mais aussi de la psychoéducation, du travail social, qui sont parfois, en fait, utilisés et qui créent une vision réductrice, en fait, des problèmes de taille qui doivent être adressés, que ce soit d'un point de vue social ou environnemental. Donc, là-dedans, on peut rentrer la critique de Edwards là, qui parle de cette idée que la logique marchande serait plus efficiente. En fait, pour lui, ça relève strictement de l'idéologie. Au Québec, ça fait beaucoup écho avec les critiques qui ont été adressées autour de la prévention précoce, en fait, en petite enfance, qui essentiellement critiquait la vision réductrice qui était portée derrière les programmes qui misaient sur les données probantes et sur la littérature en prévention précoce. La troisième critique, en fait, c'est celle de l'autonomie politique et de la légitimité démocratique. En fait, ici, il y a 2 éléments. En fait, il y a à la fois la légitimité de l'intervention de ces grands philanthropes, en fait, qui viennent s'ingérer dans le monde social alors qu'il y a déjà des acteurs qui ont développé certaines expertises. Au Québec, les organismes communautaires ont beaucoup réagi, puis leurs critiques, en fait, sont beaucoup de cet ordre-là, dans le fond, où ils se sont sentis... Ils sentent qu'il y a une menace pour leur autonomie et qu'il y a une menace d'une ingérence, en fait, par les grands philanthropes dans la lutte à la pauvreté. Et enfin, la dernière critique, en fait, c'est la critique de l'augmentation des inégalités. C'est-à-dire que, alors qu'on sait que les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres augmentent, les fondations sont de plus en plus nombreuses. Donc, depuis les années 80, les gouvernements, puis ça s'observe à l'échelle internationale, ont eu tendance à valoriser les baisses d'impôts, que ce soit pour les entreprises ou pour les plus riches. Puis, évidemment, ça a provoqué une baisse des ressources publiques ou un amoindrissement des capacités redistributrices. Donc, évidemment, si on perçoit moins d'argent, on a moins d'argent à investir. Pourtant, l'impôt sur le revenu puis l'impôt sur le capital demeurent en fait les grands outils de lutte contre les inégalités, demeurent les grands outils de redistribution de la richesse. Donc, essentiellement, on accuse la philanthropie d'être la cause de leur propre malheur, en fait. Sans compter qu'on questionne pratiquement peu, en fait, le placement, en fait, de la dotation des fondations. Donc, on sait qu'au Canada, la loi oblige les fondations à verser 3,5 % de leur capital, mais on regarde peu, en fait, l'immense partie du capital qui est placé dans différents fonds dont l'objectif, en fait, est d'avoir des rendements performants. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on observe parfois des fondations qui sont en propre contradiction avec leurs pratiques,
c'est-à-dire entre leur mission où leur 3,5% est versé et le reste de l'iceberg qui est submergé dans des fonds qui sont complètement contradictoires. Par exemple, en 2013, il y a la Fondation Gates, en fait, qui a été accusée dans les médias, en fait, d'avoir cette contradiction-là, alors que la Fondation Gates intervenait en saine alimentation puis en environnement, avait des actions, en fait, à Coca-Cola, McDonald's, PepsiCo, mais aussi à des compagnies pétrolières comme ExxonMobil, BP et Shell. Ces contradictions-là, par exemple, on a eu la semaine passée dans les journaux un exemple assez frappant. Peut-être vous avez vu Warren Buffett, qui est, j'allais dire, une partie prenante très importante de la Fondation Gates, qui s'est engagé dans les dernières élections contre Donald Trump et contre la réforme fiscale proposée par l'administration Trump, mais qui va récupérer, enfin son fonds d'investissement va récupérer par la réforme fiscale de l'administration Trump 28 milliards. Donc, c'est dans ce côté être cause et conséquence, combattre des maux dont on profite d'un autre côté. On peut le prendre de plein de manières différentes. Là, c'est lui-même qui dit à quel point c'est absurde, qui dit comment ça se fait que moi, je récupère 28 milliards. Mais on voit bien, c'est la difficulté, cette articulation-là. Comme on le disait au début, le livre dont on parle est à la fois un mouvement philanthropique, une nébuleuse philanthropique et une proposition conceptuelle. Donc, Annabelle a parlé des critiques politiques. Moi, je vais parler des critiques conceptuelles sur est-ce que cet outil-là, le philanthrocapitalisme, est utile ou au contraire, est-ce qu'il nous empêche de voir certaines choses. La première critique qui va être portée, c'est celle qui dit, bon, présenter par le philanthrocapitalisme une vision de la philanthropie qui dirait auparavant la philanthropie était désintéressée et amateur et aujourd'hui elle serait devenue rationnelle et calculatrice. Bon, c'est une vision qui est complètement fausse, qui ne résiste pas à l'analyse et les ouvrages sur l'histoire de la philanthropie aux États-Unis montrent bien que la philanthropie moderne, quand elle naît au début du XXe siècle, elle naît déjà d'initiatives aussi de grands industriels qui consacrent leur fortune et leur savoir-faire au traitement de problèmes sociaux. Et dès le début du XXe siècle, il y a une revendication de mettre en place une philanthropie scientifique contre une vieille charité. Donc ça ne résiste pas à l'analyse. Le deuxième élément, c'est plutôt une critique qui dit attention de ne pas prendre le mot pour la chose. Et ce n'est pas parce qu'il y a un discours sur le philanthrocapitalisme, des mots d'ordre et qui aujourd'hui sont de plus en plus importants dans le langage que les pratiques concrètes changent en réalité. Et dès qu'il y a des enquêtes un petit peu précises qui sont mises en place pour voir dans quelle mesure est-ce que vraiment les fondations utilisent des modèles qui seraient proches vraiment de ceux de la finance pour calculer les risques, pour mesurer les performances. On se rend compte qu'au fond, les pratiques sont très, très inégalement diffusées et partagées, y compris quand on fait ces enquêtes-là dans des associations de fondations qui se revendiquent du philanthrocapitalisme. Déjà dans le livre, ils en parlaient, mais il y a d'autres enquêtes qui ont été faites 10 ans plus tard, par exemple dans le réseau européen des fondations, donc Venture Philanthropy, et où ils disaient bien que en fait, c'est une partie très faible des fondations qui vraiment utilisent ces pratiques-là. Bon. Troisième critique, c'est celle qui dit il ne faut pas prendre le mot de philanthrocapitalisme pour un mot qui permettrait de saisir l'intégralité du champ philanthropique. Le monde des fondations est un champ très hétérogène. Par exemple, au Canada, il y a environ 10 000 fondations. Bon, les 3/4 des fondations canadiennes ont un actif, je parle pas de dons, ont un actif, une dotation de moins d'1 million. On peut ou pas de salariés. Donc, j'allais dire, les fondations concernées ou engagées dans vraiment une démarche de philanthrocapitalisme, c'est une partie extrêmement minime de l'ensemble du continent philanthropique. Quatrième critique, quand on écoute les promoteurs du philanthrocapitalisme, que ce soit les grands philanthropes eux-mêmes ou au contraire les critiques du philanthrocapitalisme, on a parfois l'impression qu'ils ont le pouvoir de tout changer. Et alors que dès qu'on travaille un peu précisément sur la mise en place de ces programmes-là ou de ces initiatives, on mesure bien l'écart entre l'intention et les effets concrets, les appropriations différentes sur le terrain, les écarts entre ce qui est prévu et ce qui advient, l'inertie de certaines structures, la difficulté à faire changer des habitudes qui peuvent être très enracinées.
Et donc, c'est souvent beaucoup plus compliqué que cela. Il ne suffit pas de voir quel est le discours de ceux qui veulent faire changer les choses pour savoir ce qui va changer. Donc, il faut plutôt considérer la philanthropie d'abord comme une relation, c'est-à-dire les fondations subventionnaires mènent certains programmes, mais pour l'essentiel, elles financent des organismes. Donc, il y a comme la tête et les bras. Et donc, il faut aller voir de plus près cette articulation entre la tête et les bras, voir la coordination entre les deux, mais aussi le pouvoir de négociation des donataires, donc ceux qui reçoivent l'argent, les organismes qui sont financés, le fait qu'ils peuvent aussi avoir une compréhension, une lecture des valeurs, des manières de faire différentes des intentions du financeur. Et donc, il faut explorer vraiment cette relation pour voir ce qui advient. Il peut y avoir de la coopération, de la tension, de la complicité, des différences de culture. Bref, il y a du jeu dans cette relation-là. C'est une invitation aussi à voir la philanthropie comme un écosystème et se rendre compte que les fondations, même celles qui ont un budget très important, elles sont une pièce parmi d'autres sur un échiquier sur lequel plusieurs pièces bougent en même temps et que les fondations ne sont pas les pièces qui ont le plus de pouvoir par rapport aux pièces que sont les grands États, les grandes entreprises, voire même parfois les gros syndicats. Et aussi qu'il y a des écosystèmes philanthropiques nationaux très différents qui rendent l'importation directe de certaines pratiques complètement impossible. Et ça va être un point très important entre ce qui se passait aux États-Unis et les appropriations de ces pratiques et ce discours-là selon des champs nationaux ou régionaux très, très divers. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Allez voir sur le site du Philab où il y a un certain nombre de cahiers de recherche, de notes qui peuvent nourrir cette discussion-là. Et puis, merci beaucoup pour votre participation et à bientôt. Merci.